Commençons donc ce premier sujet concernant le Not Twitter Day. Alors, tout a démarré de la part d'un appel de Rudi Reichstadt. Il lance un appel qui a fait un grand bruit, qui commence à devenir même une tendance internationale, qui dépasse même l'entendement sur le national. Pour un truc français. Pour un truc français. Mais c'est assez drôle parce que on voit que les moyens ont été mis et que ça sent le coup, à mes yeux, un coup monté de la part de Reichstadt et des autres, qu'on appellera la team fact-checker. On définira ensemble ce qu'est un fact-checker, pour que vous compreniez davantage plus que ce que ça signifie. Et ce fameux Rudy, vous allez voir, tout est arrivé en un bloc, comme un coup monté. Mais finalement, moi, de comment je vois la chose, aujourd'hui, c'est qu'ils se sont fait un bel harakiri. Je veux dire que ça a été bien préparé à l'avance, bien monté, bien ficelé, et ensuite, quelqu'un a soufflé par-dessus les braises pour que le feu prenne bien, voire devienne un incendie. C'est ça. Voilà. Donc on va d'abord, dans un premier temps, écouter ce que Rudi Reichstadt nous a annoncé. Et un message à tout le monde. Erreur, le son n'est pas venu. Moi, je pense pas que ce soit une fatalité d'avoir à quitter Twitter. C'est dommage que Twitter soit devenu ce qu'il est devenu. Ce serait dommage que ça n'évolue pas mieux. Je pense que nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons un pouvoir dans cette histoire-là parce que c'est nous qui faisons Twitter. C'est ceux qui participent, en fait, qui alors qui font la richesse de vous lancez Twitter. une idée, vous, Rudi Reichstadt. L'idée, c'est d'envoyer un message tribune, à tout le monde, aux utilisateurs, et puis à la direction de Twitter, d'une journée sans Twitter, qu'on ferait le 27 octobre, c'est-à-dire le premier anniversaire de vous, Léa Salamé, enfin pas votre premier anniversaire, mais le jour de votre anniversaire, mais surtout l'anniversaire de la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. Et l'idée, c'est quoi donc? L'idée, c'est de dire on ne tweete pas ce jour-là, on ne se connecte pas à la plateforme, on se retrouve mais ailleurs, sur d'autres plateformes, pour voir que il est possible de se rencontrer, d'échanger ailleurs aussi. Il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il est devenu depuis plusieurs mois maintenant. Moi, je pense pas que ce soit une fatalité. Donc, en fait, le problème, c'est ce qu'il faut comprendre historiquement. Rudi Reichstadt, comme beaucoup de personnes, donc fact-checkers qui sont en général bien nourris, généralement par des financements extérieurs, que ce soit gouvernemental ou associatif. Et également le milieu, on va dire, de la gauche, les journalistes, les personnes d'influence de gauche, qui ont énormément de mal à continuer à établir une relation, enfin avoir la visibilité qu'ils avaient avant sur Twitter, parce que Twitter favorisait le discours de gauche avant l'arrivée d'Elon Musk. Par le système des modérateurs. Par le système de modération, mais comme il me dit changement de propriétaire, changement de paradigme, le problème c'est que Elon Musk, lui, a une vision sur la parole libre pour tous. À l'américaine, en fait. À l'américaine, enfin... Les Américains sont pas tous comme ça. Il y a un retournement, mais en Amérique, le principe de la liberté de parole, c'est que même les pires ordures ont le droit de s'exprimer. C'est ça. Leur couper la parole. C'est sur ce point de vue-là, oui. Après, lui, il est d'une vision libertaire où on n'a pas, parce qu'on pense différemment que ton interlocuteur, de le censurer. Et le problème de l'ancien paradigme de Twitter, c'est qu'il était majoritairement assez woke dans les idées. On a pu voir des t-shirts qu'il avait retrouvés dans les vestiaires Elon Musk quand il avait été dans les locaux de Twitter, des t-shirts Stay Woke, distribués par Twitter. Donc il y avait une idéologie justement qui voulait censurer, et aussi des ce qui n'était pas progressiste. J'y mets bien des guillemets quand je dis progressiste. Alors la censure serait un mécanisme du progressisme. Non, ce n'est pas un mécanisme du progressisme. Il est utilisé par le progressisme. Il n'est pas spécifique au progressisme. Il n'est pas spécifique au progressisme. Mais ils l'ont pas mal utilisé pour essayer de développer et légitimer leur discours comme la norme. C'est par cette méthode qu'ils ont pu prospérer. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a un grain de sable qui est venu dans la machine et qui est venu enrayer, qui est venu enrayer ça, c'est Elon Musk. C'est plus une montagne qu'un grain de sable, Elon Musk.
Il suffit d'un grain de sable pour faire vriller la machine. Tout à fait. Donc, comme par exemple dans la culture woke, on parle aussi de la cancel culture. Et qui est justement la mise en application de censure. C'est normal, quand on censure ceux qui ne pensent pas de la même façon que nous, tout d'un coup, on devient la norme, par élimination des contradicteurs. Donc, voilà, c'est ça que Rudi Reichstadt, en fait, ne veut pas dire, c'est parce que il perd sa crédibilité sur Twitter, il n'a plus la possibilité de pouvoir élever son discours en étant protégé par les modérateurs de Twitter. Le problème, c'est que maintenant, il se confronte au vrai monde. C'est-à-dire des gens qui vont être d'accord avec lui et des gens qui ne vont pas être d'accord avec lui. Ce qui fait que quand il va dire quelque chose, il aura toujours quelqu'un pour le mettre face à ses contradictions. Voilà, c'est le retour des contradicteurs, en fait. Face à ses contradictions, et c'est ça qui le dérange. Et c'est pour ça qu'il appelle en réalité à faire un autre Twitter Day. Mais ça et d'autres, tu vois, sur ceux que je t'ai définis précédemment. Oui, il n'est pas le seul, mais c'est lui qui a lancé en fait le concept du Twitter Day. C'est lui qui a lancé ça avec 2 autres personnes, donc qui sont Tristan Mendes France et Julien Pain, qui sont des fact-checkers. Autoproclamé, il n'y a pas de statut de fact-checker, c'est des gens qui disent je suis en fait, ou je fais du fact-checking. En fait, en société. Non, pas en société. Officiellement, ils ont des métiers de journalistes, d'écrivains ou autres. Mais... Oui, mais enfin, c'est surtout l'Adoxa qui les finance, donc ils sont autoproclamés par ça en fait. Ils s'autoproclament parce qu'ils ont des sources de financement. Ah, alors c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent qu'ils disent qu'ils les crédibilisent, puisqu'ils arrivent à gagner leur vie. Donc forcément, ça en devient des personnes intéressantes et intelligentes. Et leur discours est bien plus intéressant que toi qui ne touche pas d'argent pour dire ce que tu as à dire. Ouais, dans la logique, hein, dans la logique. Mais c'est une belle logique. Je voudrais bien gagner de l'argent et qu'on dise ah, tu es intelligent parce que tu gagnes de l'argent avec ça. Donc, il faut savoir aussi, chose très intéressante, c'est que Rudi Reichstadt a une particularité, c'est qu'il devrait avoir honte de ne pas fanfaronner comme ça sur France Inter et compagnie, parce qu'il est dans une polémique que tout le monde a entendu parler, qui était le fonds Marianne. Qu'est-ce que le fonds Marianne? C'est un fonds qui permettait de financer des Rudi Reichstadt et d'autres associations pour prévoir contre le discours de la haine en ligne. C'était au lendemain de l'attentat, enfin de la décapitation de Samuel Paty. Et en fait, on s'est juste rendu compte qu'il y avait une grosse affaire de détournement d'argent et il y avait Marlène Schiappa à l'époque qui était en charge de distribuer les tickets de rationnement. Donc, on va regarder un petit rappel de ce qui s'était passé justement sur le fonds Marianne, qui dure 2 minutes 30 et qui résume ce qui s'est passé. Nous avons le sentiment que le fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication par la ministre, alors que la discrétion et l'efficacité auraient certainement dû constituer les lignes directrices majeures du fonds Marianne. Il aurait... À toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. Un ministre placé à la tête d'une administration est responsable de l'action de celle-ci. Mais la manière dont la ministre a passé son temps à éviter de répondre aux questions, à se défausser, je trouve que ça n'honore pas la personne qui était auditionnée et son témoignage. Nous l'avons auditionné avec méthode et patiemment pendant 3 heures. Elle a eu l'occasion de dire qu'elle assumait toute sa responsabilité, mais je ne l'ai jamais vue proposer des éléments un peu plus tangibles. Elle a beaucoup contourné,
Elle s'est largement défaussée sur l'administration, le cabinet. Elle a eu beaucoup de pertes de mémoire. Il y a certaines prises de parole qui sont consternantes de mon point de vue et affligeantes. Je trouve petits et pas à la hauteur les commentaires de l'entourage de la ministre. Je crois que ce n'est pas au niveau du sujet sur lequel on travaille. Je vous renvoie à un article de Madeleine Schiappa dans Valeurs Actuelles, récent. Et dans cet article de Valeurs Actuelles, elle se pose en victime de tout, de tous. Tout le monde est contre elle. Parfait. Mais pas nous, parce que ce n'est pas notre sujet. Madeleine Schiappa n'est pas notre sujet. Voilà. Notre sujet, c'est une ministre dont certaines actions ne nous paraissent pas correspondre à ce qu'on pourrait attendre d'un ministre de la République. Donc, Marlène Schiappa a mangé. Bon, on a su, officiellement, au dernier remaniement de Macron, elle a sauté. C'est un peu c'est fortement lié. Mais par contre, les projets qui avaient été dépensés, le résultat n'était pas là. Il n'était pas au rendez-vous. Et Rudi Reichstadt... C'est surprenant, mais c'est Marlène Schiappa qui pilotait le projet. Elle devait forcément pouvoir diriger la marque là où il fallait. Et Rudi Reichstadt, lui, s'en est mis plein la poche. Donc avec son média Conspiracy Watch, qui te permet de voir ce qui est un complot de ce qui n'en est pas, le fact-checker par excellence, a reçu 60 000 €. Et comme il aime à le rappeler qu'il est de confession judaïque, il a reçu plus aussi par la LICRA, qui avait été aussi financé dans les associations, dans la liste des associations qui avait été dans le fonds Marianne. Attends, alors le fonds Marianne finançait la LICRA, qui a reversé une partie du financement à Conspiracy Watch. Oui, c'est un montage assez particulier. Mais attends, est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que ça a été fact-checké, ce que tu dis? Oui, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce que Reichstadt a mené son enquête pour savoir d'où venait l'argent qu'il recevait, pour voir s'il... Non, lui, j'avais vu passer une vidéo, il nous avait dit je n'ai jamais touché d'argent pour faire Conspiracy Watch. Je suis un honnête citoyen. La preuve que non. Il a peut-être touché pour plein d'autres choses. Donc on va voir, ça c'est TVL qui reprend le portrait de Rudi Reichstadt, justement, TV Liberté. Donc on va les écouter, c'est très intéressant. 3 minutes, on va en savoir déjà un peu plus sur qui est Rudi Reichstadt. Complot. Que dit notre littré au mot complot? Je lis. Résolution concertée secrètement avec un but le plus souvent coupable. Nous allons parler aujourd'hui d'un véritable complotiste anti-complot, à savoir Rudi Reichstadt. Selon Wikipédia, je cite, il est né à Nice, d'un père catholique aux origines allemandes et d'une mère rapatriée d'Algérie d'origine juive. Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence, il devient en 2004 rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile de Montreuil. La profession consiste à rédiger des rapports plutôt favorables sur la demande d'asile d'un étranger. Il entre plus tard à la mairie de Paris et il est nommé délégué de signature du maire à la direction des jeunesses et des sports. Avec le soutien, quelle surprise, de Bernard-Henri Lévy, il crée en 2007 le blog Conspiracy Watch, auquel il se consacre à titre bénévole. Ça, c'est pas un label de qualité. Quand tu vois, on t'estampille DHL. Il fallait pas passer par la mairie de Paris, ça c'est la pente fatale. Combien de fois on le répétera? Jamais à Paris. Il le transforme en 2014 en observatoire du conspirationnisme. Il vit de son activité de directeur de l'observatoire à partir de 2017, date qui coïncide avec le soutien financier apporté par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 2017, année historique, Emmanuel Macron devient président. Souvent, ça s'est passé en 2017. Il y a toujours un moment clé dans les portraits des personnes qu'on traite ou des sujets. 2017 revient assez souvent quand même. C'est un hasard du calendrier peut-être, le cycle lunaire et martien qui se croisent. Fin 2021, Emmanuel Macron le nomme membre de la commission Les Lumières à l'heure du numérique. Puis, il est annoncé comme chroniqueur de Franc-Tireur, hebdomadaire lancé par le Tchèque Daniel Kretinsky
en faveur d'Emmanuel Macron. En octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, est assassiné par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mohamed dans son cours. Marlène Schiappa annonce sur BFM TV le 20 avril 2021 la mise en place d'un fonds Marianne pour, ouvrez les guillemets, combattre les discours séparatistes. Le 29 mars 2023, Marianne, le journal, et France 2 révèlent que ce fonds, d'un montant de 2,5 millions d'euros, a été dilapidé dans des associations peu en adéquation avec sa vocation initiale. Rudi Reichstadt aurait bénéficié au bas mot, de 60 000 euros de ce fonds pour son association Conspiracy Watch. Plus quelques prestations sur le même fonds pour le compte de la LICRA. Laissons la conclusion au Monde diplomatique de mai 2018, je cite. Il se présente pompeusement comme politologue de formation, directeur de Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme. Adoubé par le ministère de l'Éducation nationale, Rudi Reichstadt n'a pourtant rien d'un chercheur. Et son site relève davantage du blog collectif que d'un quelconque observatoire. Un blog bien doté, comme on a pu le voir. C'est connu, on ne prête qu'aux riches. Inutile de dire que TV Liberté et Conspiracy Watch ne s'apprécient pas trop. Non, parce que justement, TV Liberté est un média indépendant. Après la ligne politique ou quoi, on adore ou on... Oui, mais il donne la parole parfois à ceux qui sont boudés. Oui. Par le système, les infréquentables, tu vois. Voilà. Mais une chose qui est assez intéressante, c'est que ce bon vieux Rudi Reichstadt, tu vois, passe chez TEDx. Enfin, tu vois, il est bien dans le système, en fait. C'est une petite starlette dans le monde de la validation d'infos. En fait, les fact-checkers sont là pour valider qu'une information est vraie. Mais à la base, chaque personne... C'est plutôt son soutien en marche qui lui permet d'avoir ce rayonnement, tu vois. Oui. Et moi, ce que je trouve assez drôle, ça l'est pas, mais consternant, on va plutôt dire, c'est que le mec vient de faire un appel de Twitter au lendemain. Alors, le mec, il est dans un scandale. Dans les fonds Marianne, il a tapé dedans. Il a tapé dedans. Qui est lié, en fait, à l'histoire de l'assassinat de Samuel Paty. Et le mec vient d'annoncer, on va faire un autre Twitter Day, quasiment au lendemain de la mort de Dominique Bernard, tu vois. Le mec, je serais lui, je me cacherais dans un trou, tu vois. J'oserais même pas, tu vois, essayer de me cacher derrière l'étiquette d'un fact-checker. Et tu le voyais, tu vois, quand il a fait son appel avec Léa Salamé, qu'il a un détachement profond de ce qui se passe, quoi. Hein. Mais il y a justement ça. C'est quelque chose de préparé à l'avance, longtemps à l'avance, le jour anniversaire de la prise de propriété de Twitter par Elon Musk. Donc, que l'actualité se prête à lui ou pas, il devait le faire. Il n'avait pas d'autres stratégies. Il était focalisé là-dessus, tout simplement. Ensuite, on va continuer sur sa page Wikipédia. J'espère qu'elle a été fact-checkée. On va revenir. Politologue, tu vois, tu te rends compte que ces 2 livres, il les a écrits là entre 2017 et 2019. Enfin, tu vois, et sans doute financé aussi, comme Marlène Schiappa, par l'État, tu vois. Tous les bouquins là qu'elle a sortis, c'était financé par l'État. Ouais. Donc en fait, c'est ça en fait l'héritage de la France sur cette décennie. Ce sera des bouquins de random sans talent financés par les finances publiques, quoi. Parce que bon, lire la prose de Rudi Reichstadt, parce que tu vas voir, on va aller voir son blog tout à l'heure, c'est pas sorti pour devenir un best-seller, en fait. Non. C'est le genre de livre de Par contre, une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'il les a vraiment écrits, ces livres. Ah, il a une belle plume? Non. Ah, d'accord. C'est aussi un style. Donc, il soutient la candidature du mouvement des citoyens Jean-Pierre Chevènement lors de l'élection de 2002, et hop, virage, Chevènement, il passe à Emmanuel Macron,
et il a voté pour Emmanuel Macron en 2017 et 2022. C'est curieux quand même. Aucune prise politique entre 2002 et 2017. 15 ans qu'on voudrait enterrer. Selon Libération, il est considéré comme un allié par la majorité présidentielle. Il bénéficie pour un projet avec le journalisme Tristan Mendes France. Du fonds Marianne de Marlène Schiappa. Et Tristan Mendes France, qui est dans justement l'appel du Not Twitter Day. À vrai dire, ils ont, lui, Tristan Mendes France, ou, comment dire, Julien Pain, sont pas aussi intéressants que Rudi Reichstadt, dans le sens... Ah oui, c'est lui qui est à la tête du trio. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est pour ça, on va vraiment se focus sur Rudi Reichstadt, parce que de toute façon, ce mec devrait avoir honte et devrait se cacher. Ça, tu vois, ça c'est le visage de la trahison. Je sais pas s'il y a maintenant des photographies dans le dictionnaire de Larousse et du petit Robert. Attends, descends encore un petit peu. C'est Libération, c'est ça qui a porté l'affaire des fonds Marianne, c'est ça? Selon Libération, comme on dit. Va à la référence pour voir quand ça date. Non, là, le 1. « 25 avril 2023. » Ouais. Il a peut-être pensé que c'était fait oublier depuis quelques mois déjà. Sur Twitter, les gens ont peu de mémoire. Mais lui, ils l'ont pas oublié. Non, puis là, je pense que tu sais, par rapport avec le prochain sujet que nous allons traiter, je pense qu'il cherche aussi une place au sein du comité de surveillance européen. Ouais, il prépare l'après-Macron. C'est ça. On fera une vidéo sur l'après-Macron. Il y a Vagabond qui dit fact-checker point d'interrogation, sûrement par sa propre équipe, on s'en doute. Tout le monde peut fact-checker une page Wikipédia. Il y a d'autres pages Wikipédia qui te diront comment, qui, quoi, dont, à quelle date. Tant que ça se tient globalement, oui, ça passe. En plus, c'est pas du tout clivant dans les titres de ces livres. Hein. L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste et au cœur du complot. Il devrait avoir attiré autobiographie. Oui, c'est ça, au cœur du complot, roman autobiographique. Donc, en tout cas, il va avoir des dates en réaction. Enfin, le 27 octobre, les gens appellent massivement, du coup, à tweeter en ligne. Oui. C'est une sorte d'effet Streisand, tu vois. Et si vous regardez notre vidéo en VOD sur Twitter, enfin sur YouTube, autant pour moi, je vous invite fortement à partager notre vidéo sur le compte de Rudi Reichstadt. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera de la visibilité. Ou tout simplement la partager. Et on attendra ses commentaires le lendemain, parce que lui, il ne pourra pas répondre tout de suite. C'est ça. Alors là, on va voir, donc trop bien, le 27 octobre, c'est No Julien Pindé, la journée sans fake news sur Twitter, les principaux colporteurs de désinformation au service de Macron seront en grève, un Twitter sans fausses nouvelles, merci Julien Pain, notre Twitter Day. Donc là, ça c'est l'un des protagonistes avec notre ami... Le triomphe vira du No Twitter Day. Nous publions aujourd'hui une tribune dans Le Monde, donc tu vois, Reichstadt, il est avec Salamé en direct. Lui, il balance ça. Ils ont déjà préparé la tribune avec Le Monde. Donc, tu vois, ça sent le coup monté, tu vois, ça sent. Donc, là, on est dans le complot, tu vois. Pour des fact-checkers. Attention, c'est dans leur définition. C'est dans un but malhonnête. S'ils veulent juste s'enrichir, ils peuvent considérer que c'est un but tout à fait honnête et louable. Tu vois, on peut pas reprocher à une personne de courir après la richesse, la gloire. Donc, pour rappeler, à une journée sans Twitter le 27 octobre, date de la prise de contrôle du réseau par Elon Musk, RT, si vous voulez participer. Mais RT, je sais que c'est RT, c'est retweeté, mais RT, ils l'ont banni. Vous l'avez banni. Bon, c'était une petite blague.
Non, mais c'est bien, c'est dans la tradition française. Une Nous grève de appelons, tweets. nous appelons les utilisateurs, mais en plus c'est débile. Enfin, on en est à un niveau. Mhm. Enfin, ils utilisent le monde, tu vois. Enfin, le monde par rapport à l'image. Enfin, les grands journaux vont pas se priver de dire que Twitter, qui fait en partie maintenant leur boulot, est mauvais. Pour eux, c'est se légitimer de dire que regardez les défauts des réseaux sociaux, restons-en à la presse papier, éventuellement à nos sites internet. Vagabond qui dit à ce train-là, le 27 octobre 2022, entrera dans nos livres d'histoire au même titre que la prise de la Bastille. Mais justement, ils ont l'air d'avoir tellement de culture qu'ils doivent peut-être prendre leur action, ils doivent se prendre pour des Jean Moulin. Non, ne salissons pas ce mot, non. De la résistance contre le complot, alors qu'ils sont finalement eux-mêmes le complot. Et... En fait, ça met en lumière, c'est ça, il y a une mise en lumière de toute leur technique un peu crasse. C'est La bien-pensance à bon compte. c'est la seule façon en fait pour eux de continuer. Parce que s'ils devraient commencer à répondre des accusations qu'on fait envers eux, de comment a été utilisée telle somme, comment l'argent a été dirigé, etc., ils s'enliseraient et là, ils seraient cuits. S'ils font semblant que ça n'existe pas, ils continuent à agir, à répandre leurs paroles de cette façon-là, ceux qui les payent diront ouais, ils tiennent la route, on continue de financer pour l'instant. Puis il y a une haine envers Musk qui est incroyable. Hein. Mm-hmm. Il y a une haine avec Musk qui est incroyable. Donc, ça doit leur déranger qu'une personne non élue ait autant de pouvoir. Ça doit être ça. Ah, disons que s'il pourrait croquer dans la pomme, peut-être ça les dérangerait moins, en fait. C'est ça le problème. Bon. Et ici, on a carrément la ligne des personnes signataires en plus avec eux qui ont réussi. Donc, tu vas voir, c'est assez drôle. On a les noms. Signataire de l'appel de Reichstadt, Tristan. Donc là, on va avoir une liste de l'intelligentsia française. Il y a des noms, j'ai été surpris, mais bon, finalement, c'est peut-être leur appointance au financement public. L'argent public corrompt. Déjà, par exemple, on voit Samuel Etienne qui a signé ce torchon. On voit Salomé Saké, qui est journaliste chez Blast. Blast qui est censé être indépendant, mais qui a été pendant longtemps un peu sur la sellette parce qu'ils n'avaient pas les fonds. Bon. Mais après, je pense pas forcément que ce soit tous une histoire de fond. Je pense que c'est aussi une histoire, voilà, c'est soit ils touchent de l'argent public, ou soit ils sont de gauche et leur discours en fait n'a plus autant d'écho qu'il avait avant l'arrivée de Musk. Communautaire. L'effet communauté. On signe ensemble, on se tient ensemble. Mais il pourrait y avoir des raisons pour dire qu'on ne va pas sur Twitter. Mais le faire en parallèle, justement, enfin, en dénonciation que Elon Musk aurait pris le contrôle de Twitter, c'est assez bas. Par exemple, si certains tweets ont mené à des agressions, là, on pourrait agir. Mais juste parce que Elon Musk a changé les règles de modération. Non, je pense surtout ce qui les a dégoûtés, c'est qu'en fait, tous ceux qu'ils avaient qualifiés d'ennemis, ils avaient réussi, on va dire, à bannir en fait de Twitter, sont tous revenus en fait. C'est-à-dire en fait ça a été un coup d'épée dans l'eau quoi. Oui, c'est ce que je dis. C'est peut-être que la méthode pourrait être bonne, mais elle est utilisée dans un but tout à fait secondaire. Même pas secondaire, contraire. Hein. Parce qu'ils vont revenir ensuite le lendemain sur Twitter. Là, ils pourraient dire on quitte Twitter. Là, ce serait plutôt louable en fait. Là, dire on n'y va pas pendant un jour, c'est même pas une demi-mesure. C'est comme aller à un dîner offert par une personne qui a gagné de l'argent malhonnêtement et refuser de manger le dessert à la fin, tu vois. Oui. tu en manges une partie, mais tu refuses l'autre partie pour te donner bonne conscience. Je ne toucherai pas à cette cerise sur le haut du gâteau parce que j'ai des principes. Suivez mon exemple. Mais par contre, la génoise, il n'y a pas de problème. Non, toujours. Quand c'est bien fait. On va continuer. Donc, on voit aussi un compte avec Brigitte. Alors, ce compte-là, moi, j'adore avec Brigitte. C'est la communauté de soutien à Brigitte Macron. Donc, tu te rends compte qu'en fait, sont majoritairement les gens
veulent tweeter pour justement donner un rapport de force le 27 octobre, et ceux qui appellent à cela, on voit qu'ils sont quand même très proches du pouvoir, tu vois. Donc, on va voir là, avec Brigitte, qui dit « Le 27 octobre, je n'utiliserai pas Twitter. Marre que ce réseau soit devenu un refuge des extrêmes et conspi. Marre des rumeurs ignobles et transphobes contre notre première dame. » C'est un coup en dessous de la ceinture. Enfin, non, pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est... mais c'est toujours bizarre, parce que si on critique Twitter, mais qu'on le critique par un tweet, justement, mais c'est... Est-ce qu'ils ont proposé ou l'alternative? Ils ont dit, ce jour-là, on irait sur quelle plateforme? Ils l'ont dit laquelle? Non, ils ont juste dit, on utilisera d'autres plateformes, il y en a de nombreuses, donc... Moi, je demande... la télé. La télé. Seulement, il faut avoir ses entrées pour la télé. Non, t'as raison, ils les ont, donc ça va. Comme je ne savais pas qu'il y avait un compte de soutien à Brigitte. Bon, il y a beaucoup de choses sur... Allez, on va en profiter. Et avec Brigitte, on va lui mettre un petit cœur. Voilà. Parce qu'on est contre la haine. On est contre la haine. Donc, là, on va voir c'est quoi le fact-checking. La vérification des informations est la base du journalisme, mais elle devient de plus en plus compliquée à l'âge des fake news. Brigade du fact-checking, stop. Donnez-moi cette info. C'est quoi le fact-checking ? Non, les vaccins contre la Covid-19 ne provoquent pas de paralysie du visage. Des photos de visages déformés ont été partagées sur les réseaux sociaux. Une rumeur de plus pour décourager la vaccination. Des cas de paralysie faciale temporaire se sont bien produits lors des essais des vaccins, mais pas plus que parmi la population non vaccinée. Cette fake news a été expliquée par Le Vrai du Faux, le service de fact-checking de France Info. Comme cette radio, des médias se spécialisent de plus en plus dans la vérification des faits. Ces équipes de journalistes étudient les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs vérifient aussi les déclarations des personnalités et des dirigeants politiques. Par exemple, en avril 2021, les journalistes du service de fact-checking du journal Le Monde ont démontré que le président français exagérait en disant que la France faisait partie des pays ayant vacciné le plus de populations adultes au sein de l'Union européenne. Vous êtes sûr? C'est bien vrai, ça? Il existe des sites spécialisés dans la vérification, comme Waxbuster, qui ne sont pas animés par des journalistes, mais des citoyens qui luttent contre la désinformation. Nous, on veut la vérité. Le développement du fact-checking est lié au succès des réseaux sociaux, où s'informe une part importante de la population, notamment les ados. Les réseaux permettent à chacun d'exprimer et parfois d'affirmer des mensonges ou des erreurs. C'est pas une fake news, hein. Je l'ai lu sur Twitter. Eh ben moi, j'ai lu tout l'inverse sur Snap. Cette vérification est fondamentale, mais elle n'a pas empêché l'élection de Donald Trump ou le Brexit, alimenté par de nombreux mensonges. Car nous avons souvent... C'est quand même bien malhonnête, cette vidéo. Hein. On pourrait y croire, non? Non, mais... Non, tu vois, ils sont en train de te parler, ils sont en train même là de te parler de Donald Trump. C'est pas les citoyens qui ont alimenté de fake news, c'est Cambridge Analytica qui a manipulé les réseaux sociaux. Il y a une nuance, tu vois. Ils n'avaient pas balancé parce que la stratégie de Macron en 2017, c'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça c'est c'est orienté. Brexit, résultat des fake news. Et puis, tu sens que ça, c'est bien une vidéo qui aurait pu être payée avec le fonds Marianne, quoi. Oui, on a économisé sur l'animation, sur le texte. Tendance à ne croire que ce qui nous arrange. Fake news? Je vois pas pourquoi. Voilà. L'émergence de ces groupes de fact-checking, étant donné que ça n'a pas de statut vraiment officiel, ça permet de... Les gens maintenant se méfient grandement des journalistes parce qu'ils savent qu'ils sont orientés. Le système, de toute façon, pour que quelqu'un devienne journaliste ou puisse éditer... ça commence déjà dans les écoles de journalisme. Hein. Oui, c'est orienté dès la base, en fait.
Donc, forcément, les gens cherchent d'autres solutions pour essayer de s'informer de façon plus directe. Les réseaux sociaux, bien qu'il y ait une grande part de déformation de l'information qui peut aller très très vite, par contre, il y a un rapport à la réalité qui est aussi tout à fait possible, très tangible. On peut vraiment prendre une photo d'un événement que l'on voit, une vidéo, et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Et là, on est face justement à un nouveau paradigme où les gens, massivement, ont accès à des faits ou à des éléments factuels. On peut tronquer une vidéo, on peut la remonter, etc. Mais il y a un matériau réel qui est à la portée de leurs mains. Et les journalistes sont dépassés. Les anciens systèmes étaient beaucoup trop lents par rapport à ça. Du coup, lui dire que les journalistes vont faire leur travail et vont dire la vérité, on rajoute à nouveau maintenant le logo fact-checker. Pour essayer de les crédibiliser. Oui, enfin, c'est quoi? C'est nouveau que les journalistes doivent dire la vérité et vérifier leurs faits? C'est censé être leur boulot, mais bon, on voit que ils cumulent de plus en plus la fake news, tu vois. Les fact-checkers nous font du complotisme et de la fake news. Mais t'imagines l'école de journalistes avec option fact-checker? Ça doit exister, rigole pas, je suis sérieux. Mais vraiment, je suis sérieux, je pense que ça doit exister. Faudra checker. Enfin, fact-checker. Alors là, on va voir pourquoi le fact-checking échoue à lutter contre les fake news. Vidéo de vie publique. Donc, des gens de confiance. Des gens de confiance. Il y a Vagabond qui dit il y avait un jour une analyse intéressante qui avait été faite qui démontrait que statistiquement, plus d'infos se propageaient vite sur les réseaux, plus il y avait des chances qu'elles soient fausses. Oui, c'était une vidéo de Fouloscopie, une très bonne chaîne, on vous la recommande, qui étudie justement les effets de foule, les agissements et les mécaniques qui sont enclenchées dans ce genre de rassemblement d'humains. C'est vraiment très intéressant, allez la voir. Donc allons-y sur la vidéo. Le fact-checking, ça consiste pour un média à contrôler une information, à rendre public ce contrôle. Lorsqu'on se demande si une information est vraie ou non, une information qui circule par exemple sur les réseaux sociaux, un média peut s'en saisir, la décortiquer et montrer par exemple que cette information est trompeuse, incomplète, fausse ou fabriquée de toutes pièces. Le problème de cette méthode de lutte contre la désinformation, c'est que, en quelque sorte, ça visibilise des fausses informations qui demeuraient sur les réseaux sociaux. Imaginez par exemple que sur Facebook circule une fausse information au sujet du vaccin et que le journal de 20 heures décide de fact-checker cette fausse information. On va avoir une population qui sera exposée à cette fausse information beaucoup plus large qu'elle ne l'était uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler un effet pervers de la désinformation, c'est de la rendre visible à un public plus large. Et le problème c'est que ce faisant, cette fausse information a d'autant plus de chances d'être crue à long terme par la population. Parce qu'il y a un phénomène un petit peu complexe qui s'appelle un effet de répétition ou un effet de familiarité. C'est un phénomène cognitif, un phénomène psychologique qui, et ça a très bien été montré par la recherche, qui fait que l'on a tendance à croire davantage à une information que l'on a déjà croisée par le passé. Plus vous recroisez une même information, plus vous aurez tendance à la croire vraie. Et du coup, si vous la voyez passer une fois sur les réseaux sociaux, puis une nouvelle fois aux informations, même si c'est pour qu'elle y soit contredite en quelque sorte, cette information, vous y serez exposé plusieurs fois et vous aurez peut-être tendance à y croire davantage. Ça s'allie à un autre phénomène bien étudié par les psychologues, c'est celui de l'oubli de la source. On se souvient en général bien d'un message ou d'une information. J'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est qu'ils sont en train de te montrer comment ils canalisent l'information dans les foules. Tu vois, en fait, ils essayent de retourner la chose, mais ils te donnent les armes de te montrer comment les médias utilisent. Et il oublie un point capital, que je pense être un point principal. J'attends la fin de la vidéo pour pouvoir le compléter. Voilà, à défaut de le contredire, on va compléter ces paroles. Mais relativement mal de la source où on a entendu ce message ou cette information. Ça nous arrive à tous, on se dit j'ai entendu quelque part ou j'ai lu quelque part ceci ou cela, mais je ne sais plus où. Par contre, je sais que je l'ai lu. En fait,
c'est aussi le phénomène de défiance vis-à-vis des médias, des grands médias traditionnels, ou aussi le phénomène de réactance. C'est parce qu'on nous dit que quelque chose est vrai et que ceux qui disent ça, en fait, nous ont déjà menti sur tellement de sujets, on se dit, non, ils ont menti sur le reste, là-dessus aussi ils mentent. Quelle que soit la chose qu'ils vont dire, une partie de la population a déjà envie de dire non, c'est sûrement le contraire, parce que, à force de mentir, je me suis habitué à comprendre que tout ce qui est dit sur cette chaîne ou sur ce journal-là, c'est des conneries. Et que j'ai moins de chances de me tromper en disant le contraire. Voilà. Ça, c'est justement le fait que le journalisme a été parasité par des profiteurs qui, pour se faire plus d'argent, misaient sur le mensonge, la désinformation, la propagande. Et du coup, il y a une défiance normale envers les grands journaux. Non, puis de toute façon, il faut aussi se rappeler qu'il y a quelques mois, Macron a appelé tous les journalistes les plus influents à l'Élysée pour un dîner mondain, voilà, où il devait leur donner le code de conduite et les informations qu'ils devaient véhiculer sur les différents réseaux. Que ce soit la presse papier, C'était fermé, on n'avait pas le droit de savoir les informations qu'il leur a dites. Tout à fait. Et du coup, on n'a pas pu fact-checker si les instructions étaient correctes ou pas. Ah, je vois qu'on a été rejoints. Bonsoir Tibbs. Bonsoir. Comment vas-tu? Donc ça c'est ça qui est assez drôle. Donc on commence à comprendre vraiment la nécessité du fact-checker pour le vital. Pouvoir. Mm-hmm. Parce que ça met le tampon estampille validé par l'État. C'est du vrai, c'est du concret. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Très bien. Bah, très bien, nous aussi également, Tibbs. Ça va mieux en tout cas. Donc, on va revenir du coup sur le fact-checking adoubé par les médias mainstream, sur justement des informations, des exemples d'informations qu'il y a pu avoir, qui aujourd'hui, en fait, on fact-check notre bon vieux Rudi Reichstadt avec son média Conspiracy Watch. Donc finalement, moi j'en estime que Conspiracy Watch est complotiste. Et donc on devrait se méfier. On devrait se méfier. Donc regardons, ça c'était une info, c'était les fameuses explosions de l'hôpital de Gaza qu'il y a eu il y a quelques jours. Donc on va voir ce qui a été dit par Le Point. Sans fact-checker. Donc finalement, il n'y aurait pas eu 200 ou 500 morts comme les médias l'ont dit, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 5, confie l'agence France Presse, une source d'un service de renseignement européen. Et confirmé par les renseignements militaires français, qui sort même de son silence pour confirmer samedi 21 octobre qu'à ses yeux, l'origine de l'explosion n'est pas une frappe israélienne. La grande muette a parlé. Donc, ce serait palestinien. Le nombre de victimes ne serait pas... de plusieurs centaines, mais de plusieurs dizaines. Ce qui commence à faire beaucoup. Si la frappe israélienne n'a jamais existé, ses conséquences géopolitiques sont en tout cas déjà bien concrètes. Donc forcément, dans la guerre des informations par rapport au conflit qui est actuellement, c'est pas bon de se prendre ce genre de choses si on l'a pas fait, quoi. Ouais, c'est la guerre de l'information. Donc voilà.
Le Point donc a fait cette analyse qui est sourcée. Donc il n'y a pas d'oubli de la source qui entre en jeu ici. Pour moi, c'est clair. Allons voir Conspiracy Watch avec notre bon vieux cher Rudi Reichstadt, voir ce qu'il a dit sur le sujet. Alors, hôpital. Mardi 17 octobre, vers 19h heure locale, est survenue à l'hôpital Al-Ali Arabi dans la ville de Gaza une explosion suivie d'un incendie. Le Hamas a immédiatement accusé l'armée israélienne d'avoir bombardé l'hôpital, mettant en avant un bilan de 471 morts. Un torrent de réactions a suivi à travers le monde jusqu'aux institutions internationales relayant sans vérification préalable la thèse diffusée par l'organisation terroriste. En France, les élus de LFI comme Mathilde Panot, Antoine Léaumont, Thomas Porte, David Giraud, Louis Boyard, Manon Aubry ou encore Clémentine Autain est ainsi condamné à Israël sans attendre. L'État hébreu, de son côté, a démenti toute implication, imputant l'explosion à un tir de roquette de l'organisation 1. Tu sais quoi? Ça a été modifié entre hier et aujourd'hui. Hier, il disait pas la même chose. Invité dans la matinale de France Inter, du 19 octobre, Mathilde Panot, chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a considéré au sujet de l'affaire de l'hôpital, la version 1.1.1. Les armées mentent, des commentaires qui ont suscité de nombreuses réactions indignées par les critiques. La rédaction internationale de Radio France a publié une enquête de sources ouvertes invalidant la thèse du Hamas, en rappelant que les images tournées et diffusées en direct sans montage par la télévision qatari Al Jazeera, à l'heure précise où l'explosion sur l'hôpital a eu lieu, montrant que des requêtes ont été lancées peu avant l'explosion, des éléments qui suggèrent que l'explosion a pu être le résultat d'un tir raté en provenance de Gaza. C'est également la conclusion privilégiée par une source militaire européenne, ainsi que par la direction du renseignement militaire français. Dans C'est à vous, Patrick Cohen résume l'état des connaissances disponibles sur le sujet. Bon, malgré tout, il revient pas sur l'histoire du nombre de victimes. Il te laisse la thèse Attends, il a dit combien de victimes? Il dit qu'au début, il y avait... Mais il a pas corrigé. Donc il reste donc indirectement en ne pas corrigeant. Mais ça a été modifié entre-temps, l'article, déjà? Il a été un peu modifié. Toute la partie LFI et compagnie n'y était pas. Il a un peu retravaillé dans ce sens-là. Pour taper sur la gauche, parce que c'est le sujet du moment de la Macronie. Est-ce que y a marqué mise à jour de l'article, parfois c'est indiqué, publié par la rédaction 22 octobre? Est-ce qu'il y a marqué quand est-ce que ça a été mis à jour? Non, il n'y a pas de mise à jour, il te dit juste que ça a été mis à jour, enfin que c'est l'actualité de la semaine. Mais après, il peut très bien remodifier les articles. C'est maintenant, même ce genre de site, il faut prendre un print screen, une capture d'écran pour pouvoir le sourcer. Ça va être difficile. J'aurais dû prendre un screenshot hier. Mais en tout cas, il ne revient pas sur... Il dit, il semblerait. Tu vois, il n'engage pas. Là où, tu vois, le point est beaucoup plus direct et l'affirme avec des sources, c'est l'AFP. Ouais. Donc, s'il y a plus de, il semblerait si ça a été confirmé par l'AFP. C'est surtout par l'armée que c'est confirmé. L'AFP, elle aussi, elle a fait des brodes parfois monumentales, mais confirmation de l'armée, là, c'est du solide par contre. Oui, la confirmation de l'armée vient appuyer la confirmation de l'AFP. Dans le sens que c'est des informations croisées, parce que l'armée ne s'informe pas via l'AFP. Et l'inverse non plus. Ensuite, on va regarder un autre exemple qui est sorti, c'est Delfrécy hier, qui était à l'époque médecin de l'OMS, président de l'OMS, organisation de médicaments. L'Organisation mondiale de la santé. Ouais, OMS. voilà ça. Voilà. Et il admet au calme que en fait tous les médias nous ont menti. Bon, on avait des doutes, mais si ça vient de Delfrécy. Ça type bien. Non, mais c'est le président, à l'époque où ça s'est passé, c'est le président de la santé mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, la plus haute institution, celle envers qui on se réfère, celle qui fait... celle sur et qui est en train de te dire, depuis le départ, ça n'a jamais, le vaccin du Covid n'a jamais protégé contre... la propagation du virus, contre sa réplication, contre sa mutation. Qu'est-ce qu'on entendrait? D'abord, on ne serait pas dans cette situation-là, puisque là, maintenant, on a une sorte de barrière qui est liée à la fois à la vaccination et à l'immunité vaccinale. On a eu c'est finalement une sorte de paradoxe.
C'est une victoire de la science extraordinaire. Moi qui suis issu des maladies infectieuses, du sida, d'Ebola, c'est des maladies sur lesquelles on n'a pas de vaccin et on peine et on crie et on se dit pourquoi on n'a pas encore de vaccin. Bon, là où on a eu un vaccin, on a eu des vaccins avec le vaccin mRNA en 9 mois. Bien sûr, c'est rapide. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Il a dit les termes. Il l'a dit. Non, il n'a pas dit ça. Si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Inversement, on ne s'est pas trompé peut-être sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils protègent de façon très forte, puissante et soutenue contre les formes graves. Et si on n'avait pas eu les... Il était survendu, alors. On a dit que le vaccin faisait tout. Même le café. Même le café. Mais en tout cas, ça pose même des questions. C'est que Macron a forcé la population à se vacciner face à un vaccin. Donc on ne sait donc pas visiblement l'étendue des conséquences possibles, ou des avantages ou des inconvénients. C'est ça. Bah, de toute façon, il faut plusieurs années pour tester vraiment un vaccin, tu vois. Oui, donc en 9 mois... Tout le monde était en ultra danger au début, c'est ça qu'on voyait. Oui, bien sûr. Mais c'est bon, c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, ils ont relancé une nouvelle campagne de vaccination, quoi. Oui. Donc, tu vois, par un truc... Il y a eu la rentrée des politiciens. Il faut pas oublier, personnel soignant qui a été suspendu. Parce que justement, c'était des dangers publics. Rappelle-toi tous ces épilogues. Considérés comme des traîtres par certains. Voilà. Donc, Delfrécy nous dit ça. Maintenant, allons voir ce que Conspiracy Watch disait à l'époque. Podcast. Où en est le complotisme anti-vax? 4 février 2022. Si vous avez eu un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de chances que vous ayez vu la vidéo de Karim le 14 décembre dernier. Les caméras de l'AFP, l'agence France Presse, filment dans son lit de réanimation à Montreuil Abdelkrim Azaoui, dit Karim, atteint du Covid. C'est là qu'il exprime ses regrets de ne pas s'être fait vacciner. La vidéo est mise en ligne par l'AFP. Et Karim est la cible de nombreuses fausses affirmations, notamment de la part de figures complotistes. Cet homme est mort de suite du Covid du 20 décembre, mais même après son décès, il sera victime d'une théorie du complot. Celle des faux morts du Covid qui circulent beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui a évolué dans le complotisme anti-vax entre le début de la campagne vaccinale contre le Covid il y a plus d'un an et aujourd'hui? D'abord, les figures de proue du mouvement comme, par exemple, le professeur Christian Perron, dont l'intervention du 12 janvier 2022 lors du débat public au Parlement de Luxembourg est devenue une vidéo virale sur Internet, 8 minutes d'un discours truffé d'informations fausses, voire mensongères. L'affaire Neil Young versus Spotify illustre le boom des podcasts complotistes. De toutes récentes affaires Spotify versus Neil Young est emblématique d'un problème qui a pris beaucoup de place sur les derniers mois, celui de la modération des contenus audio et donc notamment des podcasts. Mais le problème est le même sur les spaces de Twitter où des groupes de personnes peuvent exprimer sans modération toutes sortes d'affirmations sans fondement autour d'un vaccin. Donc lui, apparemment, il a la vérité. Aujourd'hui, t'as Delfrécy qui balance. Il se fait débunker par une grosse source. Donc, est-ce que Rudi Reichstadt, sur l'histoire de l'efficacité des vaccins, est une source plus fiable que Delfrécy? Entre les deux. Qui t'a choisi? Qui a les financements publics? Je te le demande. Autre évolution dans la sphère complotiste d'anti-vaccins, la radicalisation est une amplification des violences, menaces et agressions de scientifiques, médecins ou d'élus. Ça va dans les deux sens. On menaçait aussi ceux qui ne venaient pas prendre de vaccins. Enfin, leur couper leur travail, c'est les empêcher de gagner leur vie, tout simplement. 2 hommes et 6 femmes sont interpellés Moselle dans le Rhône, Haute-Marne, Seine et le Finistère. Ils combattront à Paris pour harcèlement moral en ligne. Après des actions concrètes et ciblées sur 2 parlementaires et un médecin en 2021. Ces personnes sont des membres du groupe anti-vaccin EV&V. Le complotiste anti-vax autour du vaccin, c'est le 22e épisode de Complorama avec Rudi Reichstadt.
directeur de Conspiracy Watch, et Tristan Mendes France, maître de conférences et membre de l'Observatoire du conspirationnisme, spécialiste des cultures numériques. Un podcast à retrouver sur le site France Info, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme... Donc en fait, ce sont les fact-checkers de Radio France. Ils sont adoubés comme les fact-checkers de Radio France. Ils ont de beaux titres quand même. Directeur de Conspiracy Watch, ça en jette. Attends, je vois un peu, il y a eu quelques réactions sur ça. Vagabond qui dit « Puis l'armée ne sortirait pas de son silence sans être sûre d'elle. Elle n'a pas de vocation politique, donc pour qu'elle en arrive là, pour calmer le jeu, c'est qu'il le fallait vraiment. » Je pense qu'on peut rien dire de plus, tout est dit. Tibbs 99 qui dit « Je ne suis pas complotiste anti-vax, mais à titre personnel, le vaccin m'a fait plus de mal que le Covid. » C'est vrai, les files d'attente pour les se faire vacciner, c'était des heures où vous ne pouviez pas travailler, c'était en plein milieu de semaine. Les files d'attente dans les hôpitaux, bourrés de maladies en plus. Non, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints justement de ça, que grosso modo ils ont eu des effets, pas forcément de maladie ou quoi, mais genre des baisses de fatigue, ce genre de choses. J'ai eu plein de gens qui m'ont parlé de ça. Après, est-ce que reste à définir si c'est un côté placebo collectif, parce que beaucoup ont dû le faire sous la contrainte, malgré ce qu'ils disent. Il y a de la suggestion partout. Et si le vaccin était en partie devenu obligatoire pour avoir son pass anti-Covid, c'est de la contrainte. Alors, en tout cas, aussi, pour revenir, moi aussi, tu vois, pour revenir, tiens, j'ai une question à te poser, Adam. C'est quoi ton meilleur complot diffusé par les médias mainstream de ces dernières années? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un en particulier, il est assez récent, il m'a bien fait rigoler. C'était... quand il y avait eu l'assassinat du premier ministre japonais, tous les médias ont balancé des photos de Hideo Kojima en disant que c'était l'assassin. Au point même Hideo Kojima a porté plainte parce que son image, ce qui est normal, hein, il a raison. Ce qui est assez drôle, c'est que tu as beaucoup de fact-checkers qui ont propagé ça sans vérifier leurs sources. Alors, tu me poses une colle parce que... Je vais poser aussi la question aussi aux gens qui sont dans le chat ou éventuellement ceux qui regardent la vidéo en VOD. N'hésitez pas à mettre dans le chat ou dans les commentaires. Votre best fake news. Hein. Attention, on veut du lourd. On veut du lourd. Parce que là, la Hideo Kojima, c'était quand même pas mal. Hein. Là, on était au parangon de la chose. Le pinacle. Tu réveilles le bata, t'apprends un meurtrier, et tu découvres que c'est toi. Donc toi, c'était quoi? Là, comme ça, j'ai l'esprit vide. Donne-moi un instant. Aidez-moi pour l'instant. La meilleure fake news qu'il pouvait y avoir. Tips qui disait, je pense qu'on réagit tous différemment aux substances. Oui, c'est ça, hein, le corps réagit différemment. C'est vrai, il y a des gens qui s'endorment après le café et d'autres qui sont tenus éveillés toute la nuit. Vagabonde qui dit, dans mon entourage, j'ai eu droit à tous les cas de figure, des crises à la limite de l'inconscience lors du vaccin et d'un autre côté, rien du tout. Chaque métabolisme est différent. Oui. Mais pour la médecine, il y a une réaction probable à certaines substances et on calcule que ça vaut la peine de faire ça à grande échelle si le taux de... Ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. C'est ça, voilà. Et c'est pas valable que la médecine, c'est valable dans tout, en fait. Hein. Oui, mais normalement, la politique ne se mêle pas des rapports bénéfice-risque au niveau médical. C'est justement le médecin qui décide. Alors que faire politiser quelque chose d'aussi important qu'un acte médical, ça c'est déjà pas mal. Là, on n'en parle plus, mais c'est vrai que tu te rappelles le décompte du croque-mort. Putain, comment il s'appelait? Ce gars qui venait tous les soirs nous faire le décompte des morts à la télé. Attends, fake news, il y en avait une bien... Enfin, une bien horrible. C'était Paris à feu et à sang après les émeutes
Ça date déjà. C'était celle en 2003. Il y avait des émeutes. C'est ça, ou dans 2007? Je me souviens plus. C'était quel événement? Parce que moi j'en ai une là d'événements qui ressemble à ça. C'était à l'époque avec Darmanin, la finale, enfin un match de Ligue des Champions. C'était une équipe anglaise qui venait et en fait on voyait clairement, il y avait eu des débordements autour de la plaine de Saint-Denis et on voyait clairement en fait que bon, la plupart des gens qui manifestaient étaient une personne, un type de la population, un certain type de la population. Et Darmanin nous avait dit que c'était les supporters anglais. Alors que les images sur Twitter, surtout partout, fusaient. Et tu voyais très bien que c'était pas les supporters anglais. Et les supporters anglais ont même subi de cette violence, en fait, par ricochet. Et que, en fait, enfin voilà. Ah ben voilà, les no-zones, c'est ça? Ah, les no-go zones. Les no-go zones, oui. Par les médias anglo-saxons. Disait que déjà, dans la belle capitale qui est Paris, il y a des zones où la police n'a pas le droit de circuler. Déjà personne en fait, personne de représentant la France n'avait le droit de circuler là-bas. Enfin, c'était un truc du genre, mais c'était un truc à se tirer les cheveux. Attends, au niveau de la Commission européenne... Enfin, genre, ils avaient mis le quartier du Père-Lachaise en no-go-zone, à Paris. Pas une âme qui vive là-bas. Pas une âme. Trouvé aucun survivant au Père-Lachaise et on avait foutu. Il y avait aussi Tibbs99 qui dit best fake news, c'est compliqué, j'en ai entendu tellement, je me souviens, par exemple, avoir lu que le vaccin rendait stérile, j'ai bien rigolé. Ça n'a pas fonctionné comme méthode de contraception pour plein de personnes, effectivement. Et si on parle de tout sujet, là, on peut en trouver à l'appel. Oui, Tibbs, enfin, quand on dit donnez-nous votre meilleure, celle qui vous a fait le plus marrer, c'est vraiment tout sujet, ça peut être vraiment large. Ça y est, la Commission européenne qui prenait des mesures face aux zones anti-LGBT qu'il y avait en Pologne. Pour faire simple, il y avait un performeur, un artiste polonais, qui voulait dire que certaines communautés étaient trop intolérantes, donc il avait créé des panneaux interdits aux LGBT et les avait plantés comme des vrais, et les gens se prenaient en photo devant. Et c'est remonté jusqu'à la Commission européenne qui a dit « Regardez ce qui se passe dans ce pays, ils interdisent aux gens de vivre là-bas. Mesure à l'état international. » Et ça a duré ensuite pendant 6 mois, le temps d'expliquer à la Commission qu'il ne fallait pas croire les artistes sur Twitter comme des journalistes ou comme des fact-checkers. C'est des génies. Il y avait eu des menaces qui ont été faites envers le gouvernement polonais à l'époque. Regardez ce que vous faites, on ne veut pas vous laisser ça, on va vous déloger. En fait, c'était des messages à sens unique, tu vois, ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour. Ça, c'est encore autre chose, tu vois, ça, c'est de la manipulation assez crasse. Mais moi, je le vois comme ça. Mais... En tout cas, quoi qu'il en est, le 27 octobre, il faut dire à Rudi Reichstadt et à tous ses copains qu'on lui laissera des messages. Qu'on lui laissera des beaux messages. Et qu'on ne soutient pas du tout sa démarche et que sa parole n'a aucune valeur. On prétend pas non plus détenir la vérité, on débat, on dit aussi des conneries. Après nous, c'est les exigences du live. Oui. On passe un bon moment à pouvoir chercher la petite bête qui coince. Mais après, ceci dit, nous, on n'est pas subventionné par l'État, on le fait parce que ça nous plaît. On n'est pas subventionné par l'État. Si l'État veut nous subventionner, on pourra discuter, parlementer, etc. En tout cas, nous appelons tous ceux qui regarderont la vidéo à aller tweeter le 27 octobre. Un petit coucou Reichstadt. Un petit coucou Rudi Reichstadt. Comme ça, il saurait qu'on le soutient dans sa démarche, avec la même logique. Attends, il y en a encore un autre. Mais si on parle de tout sujet-là, on peut en trouver à l'appel, oui. J'en ai un autre concernant le vaccin. Le vaccin contient la 5G. Mais ça, c'est pas les médias qui l'ont propagé. Non. Justement, ils sont toujours battus pour dire que c'était de la bêtise.
Vagabond qui dit, ou encore qu'il y avait des puces pour nous traquer dans le vaccin. Et voilà. Ou alors, il y avait la version que le vaccin européen est sûr, par contre, le vaccin russe, c'est de la merde. Le Sputnik V. Ça s'appelle comme ça, le vaccin russe. Le Sputnik V. Avec des trafics de vaccins. Selon tes tendances politiques, tu pouvais choisir ta couleur vaccin. Ah non, en Europe, t'avais pas le droit de l'avoir, le Sputnik. Non, mais c'est pas dire que les gens n'ont pas dit, moi je veux du russe. T'avais même pas le choix de ton vaccin, en réalité. C'était selon le contrat et sur le moment du contrat. Donc, telle semaine, c'était Johnson. Telle semaine, c'était Moderna. Je me souviens avoir lu dans un média coréen, c'était Naver, c'est le portail d'information coréen, enfin sud-coréen, où il disait que justement en Europe, le trafic de vaccins avait explosé. Que, maintenant, on avait ces dealers de drogue avant et on avait maintenant le dealer de vaccins. Oh, j'ai oublié la source, c'était peut-être une blague. Ah, tu mets cette image en toile de fond pour la fin de la vidéo. Bah, je trouve que ça fait une belle photo pour une minute de silence. Non, mais au moins, ça habille. C'est sympa, on a notre petit Rudy qui est là, hop, il nous fait coucou, il a l'air heureux. Est-ce que c'est des vraies lunettes? On veut qu'il nous fasse un article sur Conspiracy Watch pour nous dire que c'est des vraies lunettes. Vagabond qui dit il a vraiment pas l'air fut-fut sur la photo. Mais il a pas besoin d'être fut-fut, justement. Ah, on voit pas son fut. Il porte un bermuda ou il porte une robe, on sait pas. Bon, en tout cas, voilà, on voulait, parce que justement, cet événement du No Twitter Day, il est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur. On va regarder ça avec impatience toutes de notre côté, parce que c'est dans 2 jours maintenant. Vendredi, mettez-vous à votre ordinateur et amusez-vous avec Twitter. Ce sera la valse des... Je pense que ça risque d'être assez drôle, et je pense que ça va même passer sur les médias tradis. Étant donné qu'ils ont déjà leur application avec Le Monde, donc Rudi Reichstadt est en train d'amorcer la chose. Je pense que on n'est pas au bout de surprises. Je pense que ce sujet nous attend encore de nombreuses surprises. Pour nos followers, c'est le moment de mettre un bon mot sur Twitter. Parce que là, vous pouvez monter. Vous trouvez le beau phrasé, la belle déclaration, c'est typiquement le genre d'événement où vous pouvez monter. Bref. On vous soutiendra. En tout cas, on espère que le sujet vous a plu. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais quand on scrute, le sujet devient subitement beaucoup plus intéressant. Oui, c'est symptôme d'un contrôle de l'information. Et puis, je trouve quand même que les médias, c'est pas à leur portée, quoi, intellectuelle. Tu fais pas le genre de relayer. Mais ils sont dépassés. Là, avec les réseaux sociaux, et encore plus dans la guerre de l'information immédiate. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils l'ont déjà perdu avec le Web 3.0 qui est en train d'arriver. Ils l'ont déjà perdu. La bataille des pensées. Ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir garder la main. Mais ils l'auront pas. Ils pourront pas aller contre la technologie, contre le progrès, le vrai progrès. Non, en fait, ils ont l'approche de l'électorat. Enfin, ils ont l'approche de la population comme on a l'approche de l'électorat dans certaines sphères. On ne croit pas en la démocratie, on pense que les gens votent débiles. Donc, ils ne doivent pas voter. Là, ils pensent que les gens ne doivent pas s'informer eux-mêmes parce qu'ils ne sauraient pas s'informer parce qu'ils sont trop débiles pour ça. Plein de guillemets dans les mots débiles. Mais c'est ça, ils ne font pas confiance aux gens pour faire leur travail à leur place. Ils veulent penser à la place des autres. C'est pour ça. Soyez toujours vigilants quand vous lisez des journalistes, mais quand ça a été fact-checké, redoublez de vigilance. Vagabond qui dit mais ils sont dans le déni, faut les laisser faire leur deuil. S'il y a des gens comme Elon Musk qui ont suffisamment d'argent pour relibérer une plateforme comme Twitter qui avait été massivement orientée par les modérateurs, c'est vrai qu'ils ont du souci à se faire. Parce que le soutien de l'État ne vaut pas un Elon Musk. Non, Elon Musk est bien plus puissant qu'un État. Voilà. Il a une force de frappe financière qui est bien plus puissante que celle d'un État. D'un tweet, il agit le cours du Bitcoin. Oui, il faut se rappeler de ça avec Elon Musk, c'est que sur le rapport de l'influence, Elon Musk a aujourd'hui plus d'influence que n'importe quel président, n'importe quel dirigeant du monde. Je dirais même qu'il a même plus d'influence même que Biden, tu vois.
Oh, c'est pas difficile. Oui, non, mais ce que je veux dire, président des États-Unis, tu vois. Ça, c'est une ancienne mesure. Non, justement, le pouvoir d'Elon Musk s'arrête aux frontières maintenant, justement, de la Chine. La Chine, plus d'1 milliard et quelques de personnes, massivement aussi utilisateurs du monde numérique. Elon Musk n'a pas ses entrées là-bas. Son pouvoir s'arrête au monde occidental. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. C'est pour ça que ça fait baver les plus petites gens. En tout cas, on espère que le sujet vous a plu. Pour ceux qui nous regardent, qui nous découvrent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Twitch, YouTube et X. Un abonnement sur Twitch ou sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et le 27, tweetez. Et le 27, tweetez. Et on espère que le sujet vous a plu.